Chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour dresser le bilan de l'échéance mensuelle aujourd'hui sur les marchés. Romain Debré est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Salut Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-Luc Hussac de nous accompagner. Bonsoir Jean-Louis. Trader, formateur chez Perceval Finance Conseil. Et avec nous à distance, Philippe Béchade, bien sûr, qui complète ce trio. Salut Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Romain, je le disais en introduction, c'est vrai que cette échéance se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Si on se replace un mois en arrière, effectivement, la dernière échéance était une séance compliquée et avait été suivie d'une séance encore compliquée la semaine suivante. Là, on se retrouve un peu dans le phénomène inverse d'une certaine manière. Un petit peu, oui, effectivement. La dernière séance du mois de septembre s'était faite sous forme de contre-pied. On avait ouvert dans le vert et on avait pas mal progressé, et puis on avait terminé nettement dans le rouge. Le jour de l'échéance, le jour même de l'échéance. Là, oui, c'était un peu différent. On progresse de 100 points, un peu plus de 100 points, 103 points par rapport à l'échéance précédente. Reste que on le fait avec pas beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est vraiment à surveiller. Il faut rappeler qu'aussi, on évoquait la possibilité d'entériner fin septembre des mouvements baissiers. C'est le cas. On a entériné la fin de la dynamique haussière, à mon sens, de long terme. Ce qui ne veut pas dire nécessairement une baisse marquée. En tout cas, moi j'y vois les signes d'un mouvement de baisse fort et d'une phase de distribution des grosses mains, avec des mouvements de baisse qui sont produits avec des volumes plus lourds que les mouvements de rebond, avec peu d'intérêt. On a en moyenne sur cette échéance-là 25-30% de volume en moins que sur la moyenne historique et 10 à 15% de moins que le mois précédent. Alors l'échéance d'octobre est moins importante que l'échéance de septembre, mais c'est dire qu'on arrive un petit peu en roue libre et surtout on arrive 100 points plus haut. Donc on a pas maintenu cet intérêt. Et on l'a constaté tout au long de l'échéance, les mouvements baissiers entraînaient une hausse de la position ouverte sur le futur, alors que ce soit de l'arbitrage ou de la pression baissière, il y a les deux, mais en tout cas, quand on remontait, la position ouverte diminuait systématiquement. Ce n'était pas le cas précédemment. Donc il y a, pour arriver à cette destruction d'intérêt à l'échéance. Donc ça, c'est la première chose. Il y a le fait que le ratio de couverture indique aussi une grosse complaisance maintenant. Alors sur le mois en cours, un petit peu. Souvent, quand on arrive à l'échéance, on laisse un peu de place, mais quand on termine en haut, comme ça, avec un rebond, avec un ratio de couverture qui est assez faible sur le mois de novembre, on est sous la moyenne classique. Un peu plus bas que le mois dernier. Ça arrive souvent quand on arrive à l'échéance avec peu de couverture, mais là c'est quand même particulièrement le cas, et même sur décembre aussi, j'étais regardé un peu plus loin. Donc on a des niveaux de couverture qui sont un peu plus bas. Reste que la volatilité est toujours autour de 14 sur le mois de septembre, donc c'est pas complètement complaisant non plus, mais il y a un solde de couverture, mais on sent que ça s'est pas renforcé, et compte tenu des alertes qu'on a connues précédemment, c'est un peu surprenant. Comment on peut l'expliquer ça, Romain? Parce qu'effectivement, je veux dire, on n'est plus du tout dans l'optimisme BA les derniers mois, on sent que les choses sont quand même plus compliquées sur plein de sujets. Si les investisseurs sont moins couverts, est-ce qu'ils sont complaisants ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont du cash en réserve d'une certaine manière et donc moins besoin de couverture? C'est ça, en fait, l'explication. C'est pour ça que le marché... Je vois que Jean-Louis me pointe du doigt. Alors. C'est exactement ça. C'est ce qu'on évoquait en début de semaine. Effectivement, la clé, c'est ça. La clé de lecture, c'est ça. C'est qu'il y a, en contrepartie de cette relative complaisance, beaucoup de liquidités, beaucoup de cash, on l'entend, de nouveaux entrants, et des points d'entrée intéressants sur des valeurs, peut-être intéressants sur des valeurs qui sont très en retard, donc des opportunités, on l'évoquait le mois dernier et ça s'est matérialisé sur des valeurs comme Renault, etc., qui étaient à des points historiquement, quasi historiquement bas, et donc effectivement, donc c'est pas une complaisance béate. Oui, c'est ça, c'est pas une exubérance. C'est pas une exubérance, c'est juste que chez les investisseurs et chez les gérants. Que ça coûte cher de s'assurer, c'est le cas, et qu'ayant des liquidités, on a envie de rentrer sur repli. C'est le consensus qu'on entend systématiquement. On cherche des opportunités, et puis il y a ces nouveaux entrants, ces nouveaux entrants qui n'ont pas pu rentrer sur pas mal de titres, et qu'il est difficile de faire rentrer sur des titres dont les PER sont hauts, et avec un risque un peu asymétrique, même si manifestement il y a un mouvement qui se met en place. Alors, sur les États-Unis, la position verte n'a pas dégonflé. On se souvient qu'elle était colossale, supérieure de 10% au mois de juin, supérieure de 30 ou 40% il y a un an et demi. Donc ça n'a pas diminué. En revanche, le ratio de couverture est aussi plus complaisant. Sur l'indice S&P, c'était de l'ordre de 0,90 le mois dernier. Maintenant, on est à 0,80. Et sur les actions, sur S&P, c'est encore plus flagrant, puisque c'était 0,57 le mois dernier, on est à 0,45. On rappelle que l'équilibre, il est situé entre 0,80 et 1,20. Alors, il y a des éléments techniques qui expliquent aussi ça. Ce sont des chiffres qui sont simplifiés sur les marchés américains, parce que je ne détaille pas autant que sur l'indice CAC 40. Mais
il y a quand même, si pas un signal de baisse, en tout cas une alerte. Alors, le rebond auquel on assiste là me semble être fragile. Il n'est pas vraiment étayé. On constate que les volumes sur pas mal de valeurs sont plus faibles que dans les mouvements de baisse. On l'avait pourtant envisagé. Les biseaux qu'on évoquait se mettent en place, se matérialisent. Les sorties de canaux baissiers sur Renault et Valeo ont l'air de se matérialisent pour l'instant. Reste que tout ça se fait avec peu de soutien. Et on peut y voir justement que le fait que les grosses mains du marché enlèvent de la pression baissière et laissent la spéculation, quelques arbitrages, quelques mains plus faibles rentrer à bon compte en essayant d'exploiter le cash disponible, effectivement. Et donc, que ce mouvement ne soit pas très étayé. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal puisque le mouvement est quand même assez fort, mais et donc ça peut faire passer, me faire passer pour pessimiste, alors que je suis plutôt sceptique dans ce mouvement de rebond qui est clairement en place et qu'on observe, mais avec sur l'indice CAC 3 gaps d'affilée en quelques jours, donc gap de rupture, gap de continuation et peut-être aujourd'hui un gap d'épuisement dans ce rebond. Pour l'instant, la cible, elle est plutôt haussière, avec un fond de problème qui est, à mon avis, sous-estimé et qui rend le marché vulnérable. Et comme souvent, c'est les lendemains d'échéance qui vont être très intéressants à suivre sur le marché. Voilà, c'est pour ça qu'on franchit des niveaux techniques, mais on voudrait les confirmer sur quelques jours avant de considérer qu'on peut aller un peu plus haut à court terme. Bon, Jean-Louis, votre bilan du mois, déjà, juste 6003, 6007, pour l'instant, c'est un range qui tient bien, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on est passé au-dessus un petit peu quand même. Alors, on est d'accord sur le bilan global, très bonne. Sur l'histoire du cash et de la diminution justement du risque inhérent au placement en cours, c'est bien d'y avoir pensé parce que en fait, d'abord, la volatilité implicite. Romain dit 14. Oui, 14 aujourd'hui, mais on a passé le mois à 20. À plus. Eh oui. Ah oui. Ouais, bien sûr. À combien ? À 20. À 17, 18, 21, 17, 19. C'est quand même, la couverture coûte plus cher, là. Mais ça coûte très cher. Et je pense que si cette vol est aussi chère que ça, c'est aussi parce que il y a de l'intérêt, mais à ce prix-là, il y en a moins. Donc, ils ont des liquidités. Et je garde à l'idée que les gérants, et ça, on était d'accord quand on en a discuté, étaient plutôt potentiellement acheteurs sur d'éventuels replis, mais vers 6350, 6250. Et on ne l'a pas eu, la porte d'entrée. Non. Bon, là, ça a redémarré, c'est pareil. Là, le mouvement de rebond, c'est un hold-up, entre guillemets, mais c'est parti d'un contre-pied à la baisse. On a eu un mouvement qui a commencé à donner des signes d'alerte. Mais quand on regardait... C'était quoi, la semaine dernière, il y a eu un moins 2 plus 2, c'est ça ? Ouais, d'accord. Et où on va rechercher 6000... Quand on va rechercher, mardi, 6510 le matin, là. C'est 6400, c'est la zone 6416, 6423. Et ça, c'est sur tous les indices, mais tous les indices, les niveaux d'alerte, testé au point près. Le S&P, c'était pareil, 4232, l'alerte, et on est descendu dans la zone 4232, 4275, touché le bas du biseau baissier. Donc vraiment, au millimètre près, une figure de rebond de court terme, une figure qui indique une pause dans la tendance. Donc ouais, c'était hyper technique et piégeux, bien sûr. Donc, à ce moment-là, il y a eu un contre-pied, une sensibilité accrue aux options, parce que moi, par exemple, qu'est-ce que je fais ? À un moment donné, on se dit, mais c'est un peu le bordel, quand même. C'est confus. C'est confus. D'ailleurs, c'est ce que j'écris. C'est la confusion règne, etc. J'aime bien, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des calls. Quand on pense que ça peut rebondir, on achète des calls. Quand moi, j'achète des calls, le market me vend les calls et va sur le marché, sur les futurs, acheter, en effet, pour se couvrir, le delta, la quantité de futurs qui va correspondre au delta. Donc, lui, il va venir acheter du futur. Donc ensuite, s'il y a des achats de futurs, il y a aussi de l'arbitrage avec les paniers d'actions, etc. Donc en fait, le mouvement, pour moi, comme je l'ai expliqué, je disais, mais je ne sais pas s'il y a des acheteurs, et entre parenthèses, je ne crois pas, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y avait pas de vendeurs. Là, sur le rallye de la semaine, il n'y a rien en face. D'accord. Ça part sans problème. Et c'est là où on voit la fameuse volatilité de la liquidité. C'est-à-dire elle est là, elle n'est plus là. C'est-à-dire que c'est une liquidité algorithmique. Et évidemment, le prix d'équilibre est entouré par des prix d'algo, évidemment. Mais dès que le mouvement part dans une direction, l'algo va enlever ses ventes et va venir acheter, par exemple, et il n'y a plus rien. Parce que tous vont dans le même sens au même moment. On l'a vu en intraday aujourd'hui. On l'a vu. C'est étonnant. Des
trous de cotation, des gaps, dans la séance, sur des bougies en 5 minutes. C'est rarissime de voir un jour d'échéance où il devrait y avoir de la capacité. Mais des trous de cotation, c'est qu'il n'y a vraiment rien en face. Et alors, en regardant en moins de 5 minutes, on en voit encore plus. C'est dire qu'il n'y a pas eu d'échange sur ces niveaux-là, en pleine séance. C'est vraiment qu'il y a un peu l'idée du gruyère, quoi. Donc, le moral, si vous voulez, reste plutôt pas mal. Il y avait beaucoup d'actions qui étaient redescendues sur des niveaux d'achat, des logistiques, enfin, il y en avait plein. Après, c'était des justes prix, mais pas des bons timings forcément, parce qu'on se dit, tiens, elle retrace fort, elle avait beaucoup monté, bon, c'est peut-être le moment d'y aller. Et là, les perspectives que le marché offre, c'est un peu confus. En effet, lundi, on va avoir même ce soir, peut-être, on aura peut-être un début de réponse, mais quand même, il faut regarder évidemment l'Eurostoxx en Europe, c'est là où tout se passe. Il n'y a pas d'indication de baisse, c'est certain. On ne voit pas d'indication. Est-ce que c'est un pur mouvement algo de contre-pied avec l'échéance et les couvertures options? Est-ce que pour poser la question clairement, Jean-Louis, on est à 6730 et plus ce soir sur le CAC, l'idée de repartir en direction des 6009 et franchir le sommet du mois d'août, c'est une idée forte, ou revenir à 6003, 6250, le point bas du mois de juillet, je crois, sur le CAC, c'est 50-50? Ouais. Enfin, pour l'instant, ça monte. Le problème, c'est que le marché n'envoie pas d'indication qui nous permet de jouer avec de bonnes probabilités un 6009. Évidemment que... Très clair. Non, mais voilà, ça c'est clair. Maintenant, c'est pareil. Jouer le directionnel comme ça, fort jusqu'à 6009, c'est un risque que vous prenez pas. C'est-à-dire qu'il faut piloter en intraday. C'est-à-dire que je peux pas me dire là, maintenant, je pense qu'on va aller à 6009. J'en sais rien. Est-ce que je pense qu'on va retourner à 6004? C'est pareil, j'en sais rien. Donc, mais par contre, je sais ce que je vais faire si le marché monte ou si le marché baisse. C'est comme une partie d'échecs. Bien sûr. Vous jouez un coup, en fonction de ce que répond l'adversaire, vous avez prévu des variantes et vous ajustez, etc. Au fur et à mesure, évidemment, des surprises qui peuvent arriver. Mais là, c'est pareil. Et je pense qu'il n'y a pas la visibilité nécessaire à avoir une stratégie long terme. Philippe Béchade avec nous, je rappelle à distance vos commentaires là sur le bilan de ce mois, l'échéance du mois, et puis on pourra basculer gentiment avec vous aussi sur les premiers grands résultats des grandes banques de Wall Street qui ont été publiés cette semaine. Il y a toujours des éléments et des enseignements intéressants à retenir du message des grandes banques américaines. Philippe. En ce qui concerne l'échéance mensuelle, on a vu ressurgir la volatilité avec plusieurs mouvements de 300 points d'amplitude depuis le 20 septembre, et notamment la séance du 20 septembre. Au final, on se retrouve effectivement, un petit peu plus d'1% au-dessus des niveaux du 17 septembre dernier, à peu près d'ailleurs au même niveau que lors de la séance des trois sorcières du 20 août. Le marché a enchaîné des hauts et des bas. Les seuls qui s'y retrouvent vraiment, ce sont ceux qui ont vendu les calls et les puts. Et je dois dire que le mois de septembre a été encore plus favorable, puisqu'avec la volatilité, il y avait un peu plus de primes des deux côtés. Au final, on termine exactement au milieu. Autre observation, depuis le 17 septembre dernier, les taux américains prennent une vingtaine de points. Bon, on a même été jusqu'à 25 en début de semaine, quand on était aux alentours de 1,60 sur le T-bond. On s'est hissé vers 0,20 sur l'OAT. Le pétrole, il est passé de 65 à 85 $ à Londres. C'est quand même pas rien. Le marché se retrouve exactement au même niveau qu'il y a un mois, avec un pétrole qui était 20% en dessous et des taux qui étaient quasiment négatifs. Si on remonte à l'échéance du mois d'août, c'est carrément 35 points de plus sur le 10 ans américain, et c'est 50 ou 60% de plus sur le gaz. Le prix des conteneurs, lui aussi, il a encore pris 60 ou 80% depuis le milieu de l'été. On a des signaux préinflationnistes affolants, des marchés obligataires qui en tiennent un petit peu compte. Les actions, rien du tout. Voilà.
Donc on vit dans un monde merveilleux. Philippe, vous le savez mieux que moi, mais il y a quand même une rotation et une hiérarchie sectorielle qui a beaucoup bougé depuis le début du mois de septembre. Ok, le pétrole, le gaz prennent, continuent de s'emballer à la hausse. On voit des poids lourds énergétiques qui viennent dans les indices retrouver des dynamiques très positives. Oui, merci. Effectivement, Total Energy au sein du SBF 120, Technip Énergie, ça va bien. On a des rebonds sensationnels sur quelques pétrolières européennes de type Eni, etc. Donc oui, ça a certainement compensé en partie la consolidation qui a frappé les semi-conducteurs. Alors peut-être que cette consolidation d'ailleurs est terminée, peut-être depuis hier ou avant-hier, l'histoire le dira, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu à un moment un secteur pour prendre le relais. Alors, est-ce qu'on arrive au moment où il faut racheter des semi-conducteurs? Est-ce qu'il faut continuer d'acheter des valeurs bancaires? Les résultats qu'on a eus cette semaine, successivement JP Morgan, Citigroup, Bank of America, ce sont des profits qui progressent de 44 à 70%. Pour les firmes qui sont plutôt orientées opérations de marché, donc type Goldman Sachs, JP Morgan, clairement, le mois de septembre a été tout à fait excellent en termes de recettes de trading, grâce, j'imagine, à la hausse de la volatilité. Les activités crédit, elles progressent aussi avec ces fameux 35 points de hausse des T-bonds depuis la mi-août, donc environ une vingtaine depuis septembre, donc ça c'est très très bon pour les marges des banques. Et puis il y a aussi quelque chose qui est absolument énorme et que je voudrais souligner, c'est que cette année, les banques, on va dire peut-être plus celles qui sont orientées banque d'affaires, on en est à 290 milliards d'IPO, d'introduction en bourse. En 2020, c'était un record absolu qui était de 167, donc de 167 à 290. Vous voyez qu'on n'est pas loin de 60% au-delà du chiffre pour cette activité l'année dernière. Et je rappelle que les précédents records en termes d'IPO, c'était 1999 et l'an 2000. Et là, c'était entre 110 et 115 milliards d'introductions par an. Là, cette année, on est à 290. Donc, c'est la totalité, en fait, de toutes les IPO qui avaient eu lieu entre 1996 et l'an 2000. Et ça intègre le phénomène SPAC, ça, Philippe. Ça intègre le phénomène SPAC, j'imagine. Alors ça intègre effectivement le phénomène SPAC, mais tout ça, ça génère des commissions. Ah bah bien sûr. Peu importe qu'effectivement ça soit une opération OVH ou le SPAC qui cherche la prochaine OVH, on est là sur des montants de commissions absolument historiques. Romain Daubry, secteur bancaire effectivement depuis le début du mois de septembre, alors que le marché est plus confus, pour reprendre la terminologie de Jean-Louis. C'est un secteur fort avec pétrole et gaz, énergie, bien sûr. Répondons à la question de Philippe, est-ce qu'il est le bon moment encore d'investir dans le secteur bancaire là ? Sur le secteur, c'est un secteur fort pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte majeure baissière, donc on reste investi en partie, mais on reste investi et couvert en stratégie. Ça peut paraître paradoxal, mais ça permet d'être long sur action, en étant quand même sous-investi. On a gardé une poche de cash aussi importante, mais en revanche, on a des puts qui se déprécient comme une assurance pour une maison, qui se déprécient tous les jours quand le marché remonte, mais qui sont là pour amortir en cas de baisse. Donc oui, ça fait partie des secteurs sur lesquels nous on est investi pour l'instant. On accompagne. Il y a encore du potentiel de hausse assez marqué. On revient à des niveaux qui étaient toujours intéressants. C'est effectivement un secteur un peu particulier. Ce qu'on peut dire sur les résultats aussi, c'est que quand JP Morgan a publié, c'était excellent, mais elle a baissé. Elle a baissé pendant 2 jours. Et elle ne fait que remonter suite à la hausse des taux en réalité. Donc c'est pas la publication qui plaît au marché, c'est la hausse des taux. Donc c'est assez stratégique aussi et c'est un peu paradoxal dans ce marché. Donc on a ce jeu on attend de voir pour payer et on n'est pas complètement optimiste. Et il y a, à mon sens,
la suite de la saison des publications va être intéressante parce que il y a beaucoup d'incertitudes et alors on se demande effectivement si tout le monde va avoir ce fameux pricing power et puis il y a des secteurs comme les secteurs technologiques et les secteurs automobiles qui pose de sérieux doutes, même si on constate des rebonds depuis quelques jours maintenant sur les valeurs automobiles, on peut se poser des questions quant à la possibilité de ne pas répercuter la hausse des coûts et puis de pouvoir livrer. Et est-ce que dans ce contexte qui devient un peu plus anxiogène inflation qui arrive dans les grands médias et qui font que si on ne peut pas avoir sa voiture tout de suite, est-ce qu'on ne va pas repousser très significativement ses achats? Alors, on l'évoquait, BMW semble dire que les commandes persistent et qu'elles veulent persister pour les clients fidèles, pour des marques moins haut de gamme. Ça a l'air d'être repoussé et on voit qu'il y a beaucoup de tensions dans le secteur de l'automobile, des conflits, des litiges. Des équipementiers qui préfèrent d'une certaine manière capituler en abaissant leurs objectifs de production d'ores et déjà pour prévenir le marché que les tensions étant telles, ils préféraient abaisser les objectifs de production, quitte à se retrouver à un moment peut-être en pénurie, en incapacité de satisfaire la demande qui sera toujours là. Hein. Exactement. Et donc il y a ce phénomène d'accordéon avec une demande extrêmement forte, et puis cette pénurie, et donc un surstockage aussi de toutes les pièces disponibles. Donc il y a aussi ce phénomène d'accordéon, et est-ce que la demande va persister? Et on a l'air de penser pour l'instant que la demande va persister, même sur les valeurs technologiques, et je ne suis pas sûr que le niveau dans ce contexte plus anxiogène, avec, on l'entend régulièrement, inflation des matières premières, augmentation du coût du gaz, de l'électricité, etc. Est-ce que tout le monde ne va pas mettre un coup d'arrêt finalement dans ces décisions d'achat et donc l'auto, même si c'est peut-être un secteur des plus en retard aujourd'hui. Pourtant, ouais. Donc ça peut créer un petit choc, pas un choc dramatique probablement qu'on comblera assez rapidement, mais qui pourrait rééquilibrer cette demande qui est un peu brutale. Il y a aussi ces fameuses coupures d'électricité en Chine qui sont, à mon avis, un sujet sous-estimé. Ça veut dire qu'il y a des usines qui ferment. Il y a quand même 20 États sur 32 en Chine qui ont connu des coupures d'électricité récemment. C'est un risque vraiment d'avoir une pénurie complémentaire et de se retrouver assez bloqué. Donc, il y a ces incertitudes. Même si les résultats peuvent être bons à ce trimestre-là, on peut se demander si on va pouvoir, si les perspectives des entreprises vont être bonnes et vont permettre au marché de continuer à tenir, continuer à payer. C'est pour ça qu'on attend un peu de voir avant de payer. Jean-Louis, le comportement des secteurs, des valeurs, là, l'automobile a boosté ces derniers jours. Ouais, ça s'est réveillé. Et pourtant, pénurie de semi-conducteurs, ça va se poursuivre. Mais est-ce que tout ça n'est pas déjà su et connu? Oui, mais ce que je veux dire, Jean-Louis, le problème, c'est qu'ils vont sur l'occasion. Oui. Et un horizon. Mais on ne va pas acheter des voitures d'occasion toute notre vie. Oui, mais 2022 déjà, il n'y a pas la visibilité sur un approvisionnement de semi-conducteurs. Donc là, je suis désolé, il y a que ce soit sur les bancaires, avec les bancaires qui se sont mis à remonter alors que les taux baissaient. À un moment donné, c'était assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Depuis début septembre, le mouvement est plutôt à la remontée des rendements, quand même, globalement. Début septembre. Là, oui. Et on a eu une reprise violente ces derniers jours, alors que le Bund, lui, a remonté. Donc, les taux ont donc baissé. Il y a beaucoup comme ça d'indications divergentes. Je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes d'arbitrage là-dessus. Alors, je sais pas, c'est vrai que c'est assez... Moi, de toute façon, je le vois bien. Moi, tous les matins, je lis un maximum de données économiques. Et ça me permet de mesurer la divergence, c'est-à-dire que le comportement du marché est par rapport à la perception des économistes et des prévisionnistes, etc., qui essayent d'être objectifs, bien évidemment. Et on voit qu'il y a quand même des divergences parfois extrêmement importantes. Et on en arrivait d'ailleurs à ces derniers jours, je trouvais qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à justifier leur pensée, en fait. Parce qu'un jour, le marché leur donnait totalement tort, le lendemain raison, et alors que les faits auraient dû faire des effets inverses. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Alors, dire que le marché n'est pas sain à cause de ce genre de choses, non. Moi, ce que je guette, c'est justement la vulnérabilité qui pourrait se mettre en place, et c'est toujours la même chose, il n'y a pas de vulnérabilité potentielle. Ça arrivera un jour, hein, mais il faudra du temps. C'est ce que j'avais dit les semaines précédentes, enfin le mois précédent déjà. Ça mettra du temps. Parce que toute la hausse s'est construite dans le doute, avec des volatilités implicites élevées. Parce qu'on était souvent à 14, 15, 17. Donc l'idée pour l'instant, c'est d'acheter quoi qu'il arrive. Et il y a des liquidités incroyables.
On ne retourne pas la psychologie d'un marché comme ça. Non, mais la psychologie, elle est restée, moi j'ai l'impression, assez identique. C'est-à-dire, on doute en permanence. En permanence. Et donc là, c'est vulnérabiliser le marché pour que ça me permette de dire barrez-vous, par exemple, comme je l'avais fait. Non. On en est loin, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Oui. Le barrez-vous, c'était vraiment parce que le phénomène de construction était potentiellement effet domino à la baisse si jamais ça s'enclenchait. Ouais. Là, le phénomène domino va s'arrêter très vite. Ouais, c'est ça. Potentiellement, il ne peut pas aller loin. Philippe, vous avez évoqué le pétrole, effectivement, qui a, pour le Brent, symboliquement touché les $85 aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une limite, là, sur les cours des matières premières, le pétrole notamment, Philippe? La limite technique, en ce qui concerne le Brent, tout chartiste a repéré ce retracement du zénith du 10 octobre 2018, hein. Alors ce niveau-là, il correspond grosso modo à un plus bas qui remonte au 1er octobre 2014. Voilà, donc ça nous rajeunit de 7 ans. Si lundi on se réveille à 85,5, derrière, je ne vois pas très bien ce qui graphiquement arrête le pétrole avant 92. Voilà, ça serait le prochain objectif, qui en plus de ça serait assez cohérent par rapport à ce que les experts de Goldman Sachs pronostiquent. Si l'on fait une conversion, une petite règle de 3, compte tenu de ce que le prix des carburants sur autoroute aujourd'hui, il tourne autour de 1,75 pour le samplon 95. À 92, on sera autour de 1,90 le litre. Voilà, donc dans des petites stations un petit peu isolées, on aura franchi la barre des 2. Donc psychologiquement, je ne sais pas si ça provoquera quelque chose ou pas. Aux États-Unis, la hausse du baril, là c'est le WTI, c'est pratiquement 5% de surcoût à la pompe en un mois. Je pense que là aussi, ça va finir par piquer. Et d'ailleurs, les bons chiffres des ventes de détail qu'on a eu aujourd'hui, c'est parce que ceux qui se déplacent en voiture pour aller travailler, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas tellement le choix, ils sont obligés de mettre de l'essence. Hein. C'est pas vraiment un choix. Et j'imagine qu'à un moment, il va falloir effectivement arbitrer entre faire 2 pleins par mois ou 3 pleins par mois aux États-Unis. Ça va assez vite, et consommer, je ne sais pas, des loisirs, restauration, voilà. Donc le pétrole, il peut s'arrêter à 85, ça nous permettra de souffler un peu, peut-être 15 jours, peut-être un peu plus. Les prix du gaz, je regardais tout à l'heure, on était encore autour de 5,70, c'est-à-dire proche des records absolus. Les marchés, je le répète, depuis la mi-juillet et la mi-août, n'ont absolument rien pricé de l'impact inflationniste des prix de l'énergie et des matières premières. C'est un constat. Donc, est-ce qu'on peut même parler de psychologie du marché ? Jean-Louis nous dit que les choses n'ont pas l'air de beaucoup évoluer d'une semaine sur l'autre. Je pense que les marchés, ils ont déjà mis leur cerveau au vestiaire il y a 18 mois, et la seule chose qui compte, c'est de regarder quelles sont les liquidités dont on dispose au jour le jour. Après, du point de vue des entreprises, il y a quand même évidemment les prix spot de marché sur les différentes matières premières, et puis il y a quand même le prix auquel vous avez loqué vos approvisionnements de moyen long terme. Il y a quand même des effets de couverture aussi, mais qui vont peut-être se dissiper à un moment. Mais il y a quand même un temps de latence, un lag entre le moment où le pétrole tape $85 et le moment où ça se retrouve dans tous les coûts et tous les prix d'entrant des entreprises qui utilisent du pétrole. Oui, ça c'est un petit peu l'aspect technique. Quoique je pense que les gens qui nous regardent, ils ont remarqué que
quand le prix du pétrole monte, ça a tendance à se répercuter à la pompe très rapidement. Et c'est quand le pétrole rebaisse que là, par contre, effectivement, ces effets de couverture ont tendance à ralentir la rechute du prix des carburants. Bon, c'est une petite observation que je fais comme ça en passant. Autre phénomène, il y a 2 mois, vous lisiez pas mal de papiers en expliquant que la hausse du cuivre, du zinc, du cobalt, du nickel, du lithium, tout ça, c'était vraiment de la spéculation. On avait déjà suranticipé la demande pour la fabrication des batteries, etc. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que la demande de physique, elle est aujourd'hui supérieure ou égale à l'offre de matières premières. Donc ça, je dirais que où est la psychologie du marché? On nous dit il y a 1 mois qu'on délire un petit peu, qu'on voit déjà trop cher. Et puis aujourd'hui, on constate qu'on est dans la réalité des choses. Ben, les marchés ne corrigent toujours pas. Donc, où y a-t-il une psychologie? J'ai l'impression qu'il n'y en a carrément pas. On est complètement drogué à la liquidité. Complètement. Romain, sur les matières premières, là, les indices que vous suivez, on est toujours en phase ascendante, sky is the limit, et puis on peut distinguer un peu les choses. Je voulais qu'on dise un mot peut-être des précieux aussi. Alors là, pour le coup, dans le compartiment matières premières, c'est ceux qui déçoivent, quand même depuis un petit moment maintenant. Peut-être moins maintenant. Il y a peut-être quelque chose qui se passe sur l'or et l'argent. Pour le Brent, on est complètement d'accord avec Philippe. On a franchi les niveaux alentours de 82 sur le Brent. La prochaine cible légitime, c'est en dessous de 92 environ. Tout ce mouvement-là s'est fait avec une accélération, avec des volumes, même s'il y a une petite divergence à court terme. L'indice Thomson Reuters CRB, qui compose 19 matières premières, forme de nouveau plus haut. Il y a une petite divergence du côté des volumes, mais pour l'instant, pas d'invalidation de la Donc il y a une probabilité non nulle, importante, que l'objectif, c'était quoi, 92 sur le Brent, soit un gros objectif pour tout le monde, quoi. On est d'accord. Oui, effectivement, tant qu'on est au-dessus de 82, c'est vraiment la cible. Et là, effectivement, on avait un gros niveau à 82, on l'a franchi assez simplement, assez rapidement. Et on s'est installé au-dessus. Il y a de bonnes chances d'aller chercher le niveau suivant. Donc oui, de ce côté-là, intéressant de rappeler que sur les secteurs aussi liés aux matières premières, donc oil and gas et énergie, on en parlait. Oui, effectivement, elles ont bien remonté. Sur les secteurs financement, elles arrivent sur des niveaux de résistance majeurs qui sont les niveaux de janvier 2020. Donc il va falloir trouver des relais aussi pour déborder ces niveaux-là. Ça pourrait caler un peu. C'est aussi un des éléments de doute dans le marché actuel. Quand effectivement, l'or et l'argent, elles forment des figures de retournement en très court terme, avec des niveaux intéressants qui sont en train d'être testés. L'or, il faudra repasser au-dessus de 1820 pour réintégrer le canal haussier qu'elle a rompu et pour aller chercher des niveaux proches de 1900. C'est vraiment au-delà de 1900 qu'on réactiverait la dynamique haussière sur l'once d'or. Mais ça c'est significatif ce qui se passe, parce qu'encore une fois, les précieux, l'or, l'argent, ça a déçu au moins sur toute cette deuxième partie d'année. Complètement. Pour l'instant, on est en phase de rebond possible depuis une semaine. Il se passe quelque chose et c'est un rebond qui s'est mis en place assez longtemps avec un peu plus d'intérêt, un peu plus de volume. Donc il y a quelque chose qui se produit. Sur les matières premières, c'est toujours compliqué. Sur l'argent, c'est au-delà de 23,20. On doit osciller autour. Il y a un petit mouvement qui se met en place qui permettrait d'aller chercher 24,85 environ. C'est au-delà de ce niveau-là qu'on réintégrerait une dynamique haussière vraiment sur l'argent. Donc sont des mouvements à surveiller, mais ça apparaît dans ce contexte-là pas intéressant. Pour nous, ça fait partie des pondérations qu'on a dans le portefeuille actuellement, intéressante. Ouais. Titre dynamique et à moyen long terme. D'accord. J'ai quasiment 23,40 sur l'argent. Jean-Louis, vous dites? Non, je me demandais s'il avait regardé le palladium, parce que moi, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois qu'il y a eu une forte baisse et un niveau d'entrée. Bon, je ne suis pas allé suivre le palladium. Il perd 3,5% là, le palladium aujourd'hui. Oui, mais il a baissé de ces derniers temps, quoi. Donc, il faut s'intéresser au palladium. Non, mais il faut que j'étudie. Regarde graphiquement. J'ai pas eu le temps de regarder. Non, mais plus prosaïquement, je voulais qu'on termine avec l'euro-dollar. Oui, bien sûr. Il y avait juste une petite chose à dire. Tiens, parce qu'on en avait parlé le mois dernier. DAX 40 versus DAX 30. Alors est-ce que ça a amené quelque chose? Moi, je dirais un petit peu moins de volatilité sur des phénomènes. Ça change le comportement de l'indice quand même un peu. On sent que c'est un peu plus lissé. Il y a moins ces spikes comme ça de prix. On sent que... Alors, il sous-performe depuis un petit peu... Enfin, là, il s'est rattrapé, mais il sous-performe très légèrement. Mais, on a un petit peu moins de
de nervosité sur les contrats futurs et donc sur l'arbitrage cash. Donc ça, c'est une évidence. Et du coup, c'est quoi? C'est un indice peut-être moins intéressant pour les traders aujourd'hui? Non. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voulez travailler sérieusement, il n'y a que l'Eurostoxx. Alors, je crois que vous allez recevoir la patronne d'Euronext bientôt, non? Je ne sais pas. Non, mais... Il faudrait le faire, peut-être. Oui. Mais il faudrait envoyer un message. C'est vrai que le CAC 40, il y a moins en moins d'intérêt sur les dérivés. Et ça serait intéressant qu'on trouve le moyen de relancer ces marchés, parce que, moi, j'ai toujours travaillé dessus, et ça me fait... Mais c'est pas illégitime que l'Eurostoxx devienne l'indice de référence traité à travers les futurs en Europe pour les investisseurs du monde entier. C'est normal. Bah oui. Non, mais c'est normal, bien évidemment. Donc tout se passe là-dessus. Mais bon, tu es sur le CAC énormément. Donc c'est vrai, on regrette beaucoup l'absence des market makers sur les options, notamment. C'est sûr. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas un indice par État. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont quelques gros indices nationaux. Il existe. Il faudrait bien sûr, mais le doper. L'union des marchés de capitaux fait que j'imagine qu'à un moment, l'idée, c'est que le Stoxx 600 et l'Eurostoxx vont être les indices européens pour tout le monde, quoi. Et sur l'eurodoll... Alors voilà, on a fait un 15 cette semaine. Ouais, mais il y a une stabilisation. Il est remonté à un 16 et quelques, qui tourne autour d'un 16. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Il n'y a pas encore d'amorce de rebond. S'il y a quelque chose à faire sur l'euro-dollar, ça serait vraiment de passer par des calls, encore une fois. C'est-à-dire que on a le fantasme de se dire que, tiens, par exemple, je pense que ça va remonter à un 18 quand même, ça va remonter un petit peu. Il faut pas tomber dans le piège d'acheter le contrat, il faut acheter le contrat optionnel. Voilà. D'accord. C'est typiquement le genre de situation où quand on a envie à travers les options, vous jouez plutôt un mouvement de rebond maintenant de l'euro-dollar. Non, moi je suis toujours vendeur. Aujourd'hui, je fais vendre... Non, mais parfois, si vous voulez, techniquement, on regarde, il y a tout pour que ça baisse. Mais psychologiquement, l'impact humain fait qu'on a envie parfois, vous voyez. Et on voit que ça stabilise, on voit qu'il y a une amorce de quelque chose, ça donne envie. D'accord. Quitte à craquer, par là, plutôt que de craquer en achetant le physique ou le contrat à terme. Mettez une option, prenez une option. Il vaut mieux prendre une option, ça libère l'esprit. D'accord. Sur l'euro-dollar et sur le dollar, peut-être aussi, parce que c'est baisse, mais c'est le dollar qui monte face à un ensemble de devises. Oui, effectivement. Alors, l'euro-dollar, lui, il est baissier depuis au moins un 18-10, il a validé cette figure de retournement baissière. Avant ça, mais il a validé une figure de retournement baissière. La cible reste toujours un peu étonnante, mais entre un 10 et un 11. Et tant qu'on est sous maintenant un 17,52 puis un 16,06, le mouvement reste baissier. Alors effectivement, c'est tellement compliqué, il y a tellement de retournements possibles, de la spéculation, des éléments autres, mais pour l'instant, le sens est effectivement à la baisse. Et si on regarde le dollar index, qui lui est basé face à six grandes devises, lui, il est effectivement en train de se retourner. Et depuis plusieurs semaines, il y a effectivement des niveaux graphiques franchis. Ça cale là, sur une résistance importante un peu au-delà de 94. On cale un peu, mais il y a un canal haussier, il y a un niveau de résistance majeur qui a été franchi sur une structure de retournement qui s'est mise en place depuis plusieurs mois. Donc ça a l'air d'être le sens toujours de la hausse du dollar et donc de la baisse de l'euro. Et on retrouve un peu les marqueurs risk-on, risk-off. C'est-à-dire que dès que ça se libère un peu, dès que le marché est un peu plus risk-on, hop, on voit l'euro-dollar effectivement qui s'éloigne un peu de 1,15, on remonte jusqu'à 1,16. Mais à l'inverse, tout ce qu'on a traversé depuis septembre, les mouvements de confusion, de fébrilité des investisseurs ont plutôt eu tendance à ramener les gens vers le dollar. Là, clairement, et effectivement, pour l'instant, à très court terme, ça bute sur un niveau de résistance majeur important, mais qui, si on le déborde, donnera une accélération importante et très significative qui renverrait dans ces cas-là effectivement à la cible légitime de la figure de retournement baissière sur l'euro entre un 10 et un 11. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là ce soir. Donc, la clôture, je ne sais pas si tu as les volumes, Romain, 6727 points sur le CAC 40 cash ce soir pour la clôture définitive avec la compensation du futur qui s'est fait à 6738 points tout à l'heure et 3,9 milliards à Paris. Très peu de volume pour une échéance. Même mensuelle, pas grand-chose. Moins de 4 milliards d'euros traités ce soir sur le CAC 40 à Paris. Merci beaucoup, messieurs. Les trois sorciers de Smart Bourse qui est avec nous chaque troisième vendredi du mois. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, les éconoclastes et la bourse au quotidien.